Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va faire le débrief de la troisième session de la classe 3 du module 2 de la Milton Erickson Institute. C'était Hypnotic Phenomena avec Brent Jerrys. Alors, le cours était intéressant. Là, on est toujours sur les basiques, donc c'est toujours cool de les rappeler. C'est intéressant de le voir par la vision de Brent. Moi, j'aime bien comme prof Brent. Je trouve il est vraiment dans la connaissance, dans pas mal d'expériences qu'il a fait, qu'il a lu. C'est sympa, lui et Jeff Zeg, je trouve vraiment que c'est un bon duo. Alors, première chose, hop, je vais reprendre les petites notes. Donc, qu'est-ce j'ai trouvé intéressant, comme d'hab, je vous mets les points que je trouve sympas. Après, il y en a d'autres, bien sûr, que j'aurais pu sélectionner, mais qui restent très courants et très habituels dans ce qu'on connaît. Il parle un petit peu de l'utilisation, et là, moi, ça m'a un peu étonné en début de session. Il dit nous n'utilisons pas simplement l'information pour l'exploiter avec le patient, nous utilisons nos propres réactions, nos propres réponses, nos propres idées et nos propres plans. C'est réellement l'essence de ce qu'il pense apporter et exprimer dans chacune de ces sessions. D'ailleurs, il dit globalement qu'à la mort de Erickson, quand tout le monde a commencé à vouloir expliquer un peu son travail, tout le monde s'est plus ou moins mis d'accord pour dire que l'un des points clés qui a émergé de son boulot, c'est l'idée d'utilisation qui a été une contribution majeure sur le terrain, aussi bien d'hypnose que de la psychothérapie. Alors moi, ce qui me turlupine un peu dans ce type de remarques, on avait vu la semaine dernière l'utilisation, le fait d'exploiter ce qui est en train de se passer. Par contre, la notion d'exploiter ce que nous on peut penser, ressentir, percevoir, bon, vous savez que je suis assez fan de Ferenczi, que je trouve que le principe de contre-transfert et de transfert sont deux éléments majeurs à prendre en compte en psychothérapie, que l'hypnose a un peu mis de côté le principe de transfert et de contre-transfert, et pourtant, là, dans ce qu'il est en train de poser comme principe d'utilisation de ce qui est en train d'être vécu, c'est une exploitation du contre-transfert. Dans l'absolu, c'est ce qui est fait en Gestalt, c'est ce qui est fait dans beaucoup de systèmes. Moi, je sais que dans mon travail au quotidien, j'aime exploiter cette notion du vécu perçu, du contre-transfert, pour rebondir, créer des hypothèses, entraîner le partenaire dans des réflexions, dans des questionnements, etc. C'est donc beaucoup fait en Gestalt. Pearl l'utilisait beaucoup. Il y a des systèmes, comme certaines notions en psychodrame, etc., qui l'exploitent aussi. Donc, la notion, elle est complètement réaliste et possible à faire dans un accompagnement. Moi, ce qui me turlupine, c'est qu'en hypnose, beaucoup, notamment les obédiences françaises, ont dans les années 50 à 70, je crois, mis de côté ce principe en disant bah non, il n'y a pas de contre-transfert, il n'y a pas de transfert d'ailleurs en hypnose. Donc lire ça, quoi, là je vous le lis parce que c'était le résumé du cours que je vous ai pris. Je suis un peu perplexe parce que moi ça me va complètement, mais ça va un peu à l'encontre de ce qu'on entend depuis pas mal d'années dans l'hypnose. D'ailleurs, quand vous allez parler à des hypnos, la plupart ne connaissent même pas le principe de transfert et de contre-transfert, qui pour moi existe complètement dans l'hypnose. Mais c'est juste que ça va un peu à l'encontre de ce que nous on a l'habitude d'entendre. Tant mieux de l'entendre de la part de la Milton Erickson Institute. Maintenant, ils ne parlent pas de cette terminologie spécifique, ce qui fait que ça reste un peu ambigu. C'est vrai que là-dessus, j'aurais peut-être dû poser une question. Bon, c'est pas grave. Après, on parle des phénomènes hypnotiques. C'était un peu le but du séminaire. Alors, je vais plutôt vous reprendre la petite feuille qu'ils nous ont donnée, que je trouve sympa. Ils ont regroupé les phénomènes de trance et phénomènes hypnotiques en création, delete, éliminer, distordre et les autres. D'accord ? Donc c'est leur groupe. C'est Zeg qui l'a fait en 85. Vous
pouvez trouver ça dans The Clinical Use of Amnesia. Non, dans les psychothérapies ericksoniennes, volume 1, structure. Alors, dans création des phénomènes hypnotiques, il y a les hallucinations positives, les régressions d'âge, les suggestions post-hypnotiques et l'écriture automatique. Après, dans l'élimination, dans ce qu'on enlève, c'est les hallucinations négatives, l'amnésie, l'anesthésie. Dans les distorsions, time distortion, analgésie et hypermnésie. Et autres, catalepsie, dissociation. Voilà. C'est comme ça qu'ils réunissent, en tout cas qui proposent les phénomènes hypnotiques. Quand on y pense, c'est intéressant la manière dont Zeg a pu découper les choses, à la différence de l'hypnose directe, où moi je prends souvent l'échelle de Arons parce que j'avais trouvé qu'elle était pertinente, avec les niveaux de transe et les phénomènes hypnotiques associés. Là, on a créé, retiré, distordre et autres. Pour les PNListes, qu'est-ce que vous remarquez ? On est vastement sur la notion généralisation, omission, distorsion, les métamodèles, tellement mis en avant par Bendler et Grinder. Je trouve que c'est assez intéressant. En tout cas, la réflexion se pose. Alors, gardez ça en tête parce qu'au bout du compte, c'est vraiment de ça dont on a papoté. Il nous a donné un petit peu des histoires qui peuvent être sympas. Donc, il dit en gros que les phénomènes hypnotiques, on peut le faire symboliquement ou métaphoriquement, et on peut le faire directement. C'est pas forcément hyper compliqué. Et pour lui, c'est la substance même de l'utilisationnel, de la portion utilisationnelle de l'hypnose. Donc après, oui, il parle des classements de Zeg. Alors, la dissociation, à un moment, il a mis un rapport. En gros, pour lui, les phénomènes hypnotiques vont ramener vers une dissociation. D'ailleurs, il dit, la vraie hypnose, c'est quand une personne se dissocie et laisse aller un certain contrôle de conscience et d'attention vers quelque chose. Donc c'est un petit peu être moins dans un état d'awareness, d'attention. C'est intéressant parce que moi, c'est pas du tout, même si ça fait des années que je l'entends, c'est pas du tout quelque chose que j'assimile à l'hypnose. Je le comprends bien, cette notion dissociative avec un amoindrissement de l'attention. On pourrait dire c'est la diminution de facteurs de jugement, si on reprend une notion hahnemannienne. Mais je ne l'aperçois pas comme des personnes qui soient moins vives à percevoir les choses. C'est plus, comme je vous l'avais dit, elles donnent moins de coloration. Et je trouve que cette sémantique de conscious awareness, elle est pas évidente parce qu'on pourrait se dire la personne, elle est plus en alerte. Voilà. Nous, on utilise le mot être en alerte. Alors que si, pour moi, on peut être très bien en alerte. L'hypnose de scène, l'hypnose de rue ou l'hypnose directe le prouve assez facilement. Donc, je suis toujours un petit peu en réflexion sur ces notions. Et c'est là où c'est assez génial de se dire quelle sémantique on va exploiter pour expliquer des éléments vécus. Parce qu'au bout du compte, chacun le vit à sa manière. Et là, on voit une différence assez marquée entre le direct et l'indirect. Alors, ouais, j'aime bien ce qu'il dit. Il dit, tout ce qui se passe en hypnose, en général, c'est tout ce qui se passe hors hypnose. Ouais, je trouve ça génial. J'ai trouvé... quand nous, on se prend la tête à expliquer les trans du quotidien, il dit, tout ce que tu fais dans le quotidien, tu peux le revivre en hypnose. Merci, c'est sympa. Il dit juste, par exemple, une catalepsie que tu ferais faire à quelqu'un, qui peut faire dans... lui, ce qu'il appelle le waking state, dans l'état éveillé, à la différence de waking hypnosis, qui utilise beaucoup les Hellmaniens. On fait deux choses différentes. Eux, ils parlent d'état éveillé, et les Hellmaniens peuvent utiliser hypnose éveillée, deux choses différentes. Il va dire la personne va lever le bras, va le tenir, mais ça risque de pas être très long avant qu'il y ait une gêne. Alors qu'avec une dissociation, en état de transe, il va pouvoir tenir plus longtemps. Voilà, c'est un peu les éléments qui donnent. D'ailleurs, j'avais mis une petite trance versus waking state. C'est plus... Alors, c'est marrant ce qu'il explique. En tout cas, sa sémantique, je l'aime bien. C'est plus une notion de revivre les choses en étant juste assis, un peu comme une espèce de rêve éveillé, et d'avoir une espèce de souvenir de ce qu'on a fait. L'hypnose, un petit peu, c'est ça la transe. La transe plutôt que l'hypnose, excusez. Mais la ruse de l'hypnotiste de scène, c'est de développer basiquement tous les phénomènes hypnotiques
à tel point que le participant ne sait plus si c'est lui qui le crée ou si c'est la personne qui prend du pouvoir dessus. Alors qu'en fait, l'hypnotiste de scène ne fait rien de plus que faire expérimenter quelque chose à son partenaire. Il est bien sûr complètement capable de vivre exactement la même chose que ce qu'il a vécu en hypnose, hors hypnose. C'est complètement logique. Il y a des comportements clés, bon, ça on s'en fout. Qu'est-ce que j'ai trouvé de sympa aussi? Hallucination. Donc là, on est dans. Il nous parlait un petit peu de tout ce qui est phénomène de transe créative. Et là, on est dans l'hallucination positive. Oui, alors voilà, ça j'aime bien aussi. Il a passé un petit moment sur les allus que j'ai trouvé chouette parce que c'est souvent quelque chose que j'aime également expliquer en hypnose hahnemannienne et surtout quand on travaille même en hypnose de rue, quand on explique aux gens les allus. Et qu'on dit, mais c'est juste une question d'imagination. Va pas y avoir un hologramme qui va se mettre devant toi. C'est quelque chose que tu construis et que tu plonges dans ton imagination, dans laquelle tu vas pouvoir donner un maximum d'effets, de sensations. Tout le monde connaît le coup du citron. Imaginez un citron, il est beau, il est jaune, etc. Coupez-le en deux. Imaginez-le bien, il est vraiment plein de jus. Vous sentez qu'il est vraiment beau. Vous pouvez même commencer à sentir l'odeur de ce citron-là. Un citron vraiment avec une odeur forte. Puis vous allez simplement à nouveau le couper en deux. Puis dans un quart, vous allez dans quelques instants y mettre vos crocs et simplement prendre plaisir à sentir ce jus qui va petit à petit dans tout votre bouche, puis après qui commence à couler, circuler à l'intérieur de vous, etc. La plupart des gens vont vraiment avoir une notion au niveau gustatif, au niveau de l'odeur, au niveau, bien sûr, d'un phénomène physio avec la salivation. Et c'est assez génial. Tout le monde le connaît, ça. Je crois que c'est un des premiers trucs moi, que j'avais lu à l'époque sur le principe d'hallucination. Et on veut oublier que c'est aussi simple que ça. Comme il dit, les personnes ne voient pas réellement quelque chose. Mais si vous dites, imagine ta mère sur une chaise ici et dis-lui maintenant ce que tu aurais voulu lui dire il y a 20 ans, quelque chose comme ça, la personne va pas réellement voir la personne comme un hologramme, mais il va l'imaginer, il va pouvoir créer toute une conversation, voir une intervention, voir des émotions au travers de tout ça. C'est complètement ça, les alus. Je trouvais ça plutôt cool. Après, il a parlé de régression. Ok, pas grand-chose de ouf. De suggestion post-hypnotique. J'ai bien aimé cette phase-là. Il dit, à la fin de la séance, vous utilisez une espèce de phase de détermination, c'est-à-dire vous allez émerger la personne et vous êtes en train de déterminer l'émerge justement et l'exploitation d'une suggestion post-hypnotique. C'est un terme général, ok. C'est généraliser les gains et les bénéfices de l'hypnose dans la vie de votre partenaire et particulièrement sur la problématique et les contextes qui ont été abordés. Il y a longtemps, Erickson avait écrit un papier sur les suggestions post-hypnotiques qui suggérait d'être redondant, donc répétitif. Alors, il dit que le post-hypnotique fonctionne bien parce qu'en réalité, alors qu'on est en train d'émerger, on le ramène partiellement dans une transe pour récapituler l'expérience de la session d'hypnose que vous venez de lui proposer et d'utiliser tout ça dans une espèce de contexte éveillé. C'est là où on voit tout le côté manipulatoire du jeu. C'est tu crois que t'es sorti, mais en fait, on continue, mon copain. Voilà, bon, ça c'était assez sympa. Alors, après, oui. Il a partagé un élément intéressant avec Hilgard. Vous savez, Hilgard, c'était le prof d'Erickson. Il a été président de l'American Psychological Association et de mémoire, il était à Stanford, au laboratoire de Stanford. Et donc, il est un gros ouf passionné d'hypnose. Vous pouvez trouver ses papiers, il y a plein de choses hyper intéressantes d'Hilgard. Et donc, il a été bien pote après avec Erickson.
Un pop-up, absolument. Ouais, c'est ça, c'est intéressant ce qu'il dit. Il dit Ericsson était vraiment un clinicien comparé à Hilgard qui était vraiment plus un chercheur. Euh, D'ailleurs, il en avait un peu rien à battre, ce qu'il dit, de l'hypnose clinique. D'ailleurs, je rebondis là-dessus, hein, j'avais fait une vidéo il y a quelques temps à ce sujet-là. C'est vrai que parfois c'est un peu dommage. On a l'impression dans les partages, les échanges qu'on a entre hypno ou sur les groupes ou autres, que c'est souvent très théorique et très peu clinique. Alors que moi je trouve que l'élément intéressant c'est comment on va pouvoir l'utiliser au quotidien sur nos partenaires. Mais je comprends très bien le plaisir intellectuel. Moi le premier, hein, là je suis en train d'écrire un petit essai où je pars sur des hypothèses. C'est hyper trippant, mais on peut facilement sortir de la réalité clinique, ce qu'on vit tous les jours en cabinet. Euh, bon, alors par contre, il a fait des expériences intéressantes comme l'écriture automatique. Vous savez, c'est un grand classique de l'hypnose. Je pense que dans vos écoles, vous avez peut-être dû essayer. Vous avez dû mettre en place ce test-là. Je sais qu'il y a quelques années, il y avait tout un groupe en France qui était revenu un petit peu sur tout ce travail d'écriture automatique. C'était pour travailler sur les dissociations et autres. Et donc il le mettait dans les effets hallucinatoires intéressants. Voilà, après il a parlé d'amnésie, d'anesthésie, de choses assez basiques. Là, j'ai pas à vous raconter des choses folles. Il parle à un moment sur les time distortion, donc sur la distorsion de temps. Qu'Erickson au départ n'était pas du tout axé sur ça. Et c'est suite à un ouvrage apparemment qui a été lu par une personne qui connaissait, qu'ils ont commencé à faire des expériences sur la distorsion de temps. À un moment donné, voilà. Puis après, analgésie, hypermnésie, bon, pas de truc de folie. Et catalepsie, dissociation. Voilà. Donc, j'ai trouvé que c'était intéressant. C'était intense parce qu'il a donné plein d'infos avec pas mal de petites histoires. Après, c'est comme il dit, on va voir des trucs sur le level, sur le niveau d'après, plus pointu. Mais c'est déjà assez chouette. Donc, je vous rappelle, hein, pour un peu résumer. 4 catégories. Moi, je vous invite à vous en souvenir avec généralisation, omission, distorsion. Généralisation, c'est création, ok. Hallucination positive, régression d'âge, suggestion post-hypnotique, écriture automatique. Omission, hallucination négative, amnésie, anesthésie. Distorsion du temps, analgésie, hypermnésie. C'est intéressant d'ailleurs, j'aime bien là, en le relisant, la différence qu'il fait entre effacer, omission, avec l'anesthésie, et analgésie, distorsion. Et je pense que la plupart d'entre nous, on travaille énormément sur la distorsion de la douleur et rarement la suppression de la douleur, même si parfois on a une intention de supprimer, mais on la distord. Et après, dans les hautes, catalepsie, dissociation. Voilà, si vous avez des questions, des remarques par rapport à votre pratique, par rapport à vous dans votre cheminement ericksonien, dans votre apprentissage ou autre, n'hésitez pas à le partager sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous, testez, observez, analysez, concluez. Be one. Ciao.